bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, un programme chargé sur le mois de septembre puisqu'après l'IFA de Berlin, l'IA de Munich, nous voici arrivés sur la semaine de toutes les semaines avec plusieurs événements qui se sont compilés dont le CES Unveiled de Paris associé au French Digital Day. Avant que nous allions plus loin, un peu de réclame. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify, YouTube également. N'hésitez pas également donc à vous abonner, la petite cloche et à partager la bonne parole avec tous ceux qui seraient naturellement intéressés par tous ces événements et la substantielle moelle que l'on peut en retenir. On part cette semaine donc sur le French Digital Day et le CES Awards avec Lionel. Bonjour Lionel. Salut Mathieu, salut à toutes, salut à tous. Oui, c'était le point clé, le point fort mercredi 20 septembre à Paris dans un magnifique lieu qui est le Salon des Arts Forains, qui est le Musée des Arts Forains, pas le Salon, le Musée des Arts Forains, qui se trouve dans les anciennes halles au vin de Bercy. Enfin bon, voilà. Tout était bien, le cadre était bien, tout était chouette. Mais moi, ce que je retiendrai, c'est ce qu'on va vous dire bientôt. C'était surtout les thématiques des conférences et notamment une petite déception sur ce que l'on a l'habitude de croiser, c'est-à-dire au CES Unveiled, un certain nombre de startups qui sont présentes et que l'on retrouve généralement en janvier à Las Vegas. Là, pas trop. On voyait plutôt les sponsors de l'événement de France Digital, mais par contre, en termes de conférences, c'était extrêmement touffu, extrêmement dense, comme tu aimes le dire Mathieu, et je crois qu'on va commencer évidemment par la conférence introductive qui était les tendances tech, les tech trends pour le CES 2024, qui avait été évidemment lancé par Gary Shapiro himself et qui avait été poursuivi par Brian Kominski, qui est le directeur des programmes thématiques, en fait, le grand mamamouchi de l'organisation des différents thèmes que l'on peut aborder et que l'on peut observer au CES et donc à l'édition aujourd'hui 2024. Mamamouchi, ce sera peut-être son surnom. Tiens, partons attention quelque chose. Brian sera parfaitement content de l'apprendre. On rappelle quand même que le CES Unveiled, les CES Unveiled sont les événements préparatoires, plutôt orientés presse, médias, pour l'édition qui va venir, donc sur le dernier trimestre 2023 pour l'édition 2024. Premier partenariat entre France Digital et le CES pour justement accueillir cet événement un peu différent par rapport à d'habitude, tu l'as souligné, moins de start-up, effectivement plus de conférences. Qu'est-ce qui s'est dit sur le CES ? Alors je pense que déjà, on peut revenir de manière chronologique sur l'hymne à la France, la déclaration d'amour à la France de Gary Shapiro, puisqu'il a rencontré ministre, le président Macron, et qu'effectivement, il y a un rapprochement très fort, comme étant, en tout cas, la France étant la Startup Nation, la terre de l'ensemble des startups, en tout cas un vivier de productivité et de créateurs ou d'innovateurs. Comme tu le dis dans la transformation digitale en fait des entreprises, eh bien dans un pays, s'il n'y a pas quelqu'un, et là évidemment au sommet de l'État, qui devient la locomotive d'une idée, c'est-à-dire d'une capacité à dessiner un horizon, à dessiner des objectifs, à dessiner une vision, et en disant que demain, la technologie est au service de ce monde qui se transforme, eh bien, lui, dans cette ode à Macron, qui avait visité le CES en tant que ministre à l'époque, eh bien, ça a été de dire, voilà, une nation qui a ou qui sait donner les moyens de pouvoir accompagner ces startups, c'est une nation qui a quelque part une vision sur l'importance de la tech dans le jeu, dans les jeux du monde de demain. Alors, un partenariat qui était renforcé d'ailleurs, c'est le partenariat entre la CTA, l'organisateur du CES, et Human Security for All, qui est un dispositif qui est poussé, propulsé, animé par l'UNESCO, qui tend à dire aujourd'hui que pour l'ensemble de l'humanité, l'accès à la nourriture, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation sont des besoins prioritaires. Et aujourd'hui, après 2 ans de ce partenariat, renforcé pour 2024, la technologie occupe finalement la même priorité que le soin ou la santé, qui sont des éléments qui sont fondamentaux. Donc la technologie prend une place prépondérante dans la capacité finalement de l'humanité à poursuivre son développement, le partage de la connaissance et à créer de la valeur. Ce partenariat, de toute façon, c'est encore une fois ce qui fait le lien, ce qui
homogénéise l'ensemble des éléments qui parfois peuvent apparaître comme des éléments qui partent dans des sens et des directions différentes, mais qui les homogénéisent justement à des visions globales et planétaires au service de l'expérience humaine. C'est exactement ce que veut dire la sécurité pour tous les hommes, pour tous les humains. Hein, c'est Human Security for All, on va le traduire comme ça dans un peut-être mauvais français, mais c'est cet esprit qu'il faut avoir en tête. Donc quelque chose d'extrêmement transverse, on est sur une thématique ombrelle de ce CES 2024, et derrière tout ça, il y a toutes les thématiques et les topics, il y en avait plusieurs dizaines l'année dernière sur 2023, on attend le détail fin pour l'édition 2024 qui devrait arriver dans quelques semaines sur le site du CES, mais globalement l'intervention de notre ami Brian Kominski qui a effectivement abordé finalement son approche sur 3 grands points, c'est-à-dire comment le monde changeait. Et là, il a parlé, on va y revenir, de la connectivité qui s'accélère à l'échelle de manière absolument fantastique. Qu'est-ce que ça va changer et quels sont les éléments qui vont arriver pour le consommateur, le consumer tel qu'on l'appelle, et puis derrière, comment est-ce que la tech devient finalement incontournable et comment l'innovation aujourd'hui devient centrale dans les enjeux auxquels on fait face, notamment la durabilité, il en a parlé, qui sera également un topic clé de cette édition 2024 du CES. Si on revient sur la globale connectivité, la connectivité à l'échelle au niveau du monde, son accélération est absolument incontestable. Elle est incontestable parce qu'avec une petite carte évidemment à l'appui, il nous annonce chiffres qui sont évidemment donnés par des sources qui viennent de l'Union des télécommunications aux États-Unis, comme quoi à l'horizon 2027, on aurait encore 1 milliard de plus de personnes qui seraient connectées et que 90% de la génération Z au niveau du monde réside dans des marchés émergents. Donc là, on voit bien que nous, on a été largement servis, bien sûr, l'Internet depuis 1989 nous inonde de ses bienfaits et parfois travers. Mais globalement, il faut aussi que cette connectivité se répande à tous les niveaux, c'est-à-dire plutôt le continent africain, un certain nombre de zones du sud-est asiatique, etc. Et que là, c'est encore un grand challenge, même si aujourd'hui, on a comme le dit cette connectivité, à l'état de chiffres actuellement, on est autour de 5 milliards de personnes qui sont connectées à l'Internet. Vous voyez, c'est beaucoup, mais c'est pas encore cet Internet mondial, et c'est dans cet espace-là qu'il y a encore beaucoup de marge de progression et beaucoup de gains à trouver, notamment dans les pays émergents, dans les marchés émergents. Et d'ailleurs, il faut revenir sur un point que je voulais citer, que j'ai omis. On a eu, évidemment, la baseline de la ligne éditoriale du CES 2024 de cette année. C'est la technologie au service d'un seul monde, de ce monde unique. On est tous sur la même planète et on va dire on est tous dans la même galère ou dans le même bateau. Alors c'est la technologie au service de ce bateau. C'est un petit peu, on avait eu la technologie au service d'un meilleur demain, lendemain, donc c'était tout de suite. Maintenant, et bien là on a cette vision cette ligne éditoriale plus globale, et ça commence par quelques chiffres, notamment sur cette connectivité qui s'accélère au niveau mondial, et donc toutes les technologies qui sont malgré tout aujourd'hui des technologies qui s'appuient sur la connectivité vont pouvoir irriguer on l'espère, pour le meilleur, de leurs bienfaits, l'ensemble des populations qui auront besoin dans un certain nombre de domaines d'y avoir accès. Et donc ça veut dire que les infrastructures sont au cœur de ce déploiement, de cet accompagnement, avec un schéma sur lequel il s'est longtemps attardé, qui sont les problématiques de connectivité avancée et de digital utilities, donc la façon dont les architectures cloud, dont l'intelligence artificielle, et on refera un focus tout à l'heure dans un instant sur GenAI, parce que naturellement les intelligences artificielles génératives ne peuvent pas échapper au prochain CES. Donc il y a la robotique, les problématiques de cybersécurité qui deviennent absolument centrales et qui reposent, même si bien que ce soit une porte ouverte, c'est toujours important de le rappeler, sur l'ensemble des nouvelles générations de réseaux, à commencer par la 5G ou encore la 6G, les problématiques de connexion, d'interopérabilité, de micro-réseaux qu'on va retrouver sur l'IoT, et puis les nouvelles technologies que l'on pourra avoir, notamment
le LiFi, sur lequel on va effectivement avoir encore une fois beaucoup de cas d'application qui peuvent être intéressants, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans le streaming, que ce soit dans les applications de type industriel, notamment sur la supply chain, ou encore même sur les problématiques que l'on va pouvoir avoir dans les avions. Il y a énormément de choses sur lesquelles le LiFi effectivement sera intéressant. J'ai hâte de voir l'ensemble des startups qui vont se positionner sur cette technologie au CES, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, on voit bien que cette capacité de la tech et de la technologie à faire finalement à s'appuyer sur la connexion repose de toute façon sur les problématiques d'infrastructure. Rien de nouveau sous le soleil. En tout cas, c'est quelque chose qui est important à souligner dans les thématiques du CES, qui est quand même un salon consumer goods, on le rappelle, mais sur lequel, depuis quasiment aujourd'hui une dizaine d'années, on a à faire face à des intégrateurs qui viennent, à des opérateurs télécoms, aux problématiques d'infrastructure qui conditionnent finalement la capacité de la Smart City, entre autres, etc., à exister. On a parlé quand même beaucoup, en tout cas, de générative AI également sur ce CES Unveil de 2024. Oui, alors, évidemment, on ne peut pas faire l'économie de parler d'IA générative, mais l'idée qui était sur justement ce show, ce salon, qui va présenter des solutions à des problématiques précises, c'est pas simplement de dire l'IA générative, ça va être le socle de toutes les solutions. L'idée, c'est de dire qu'est-ce que l'on fait avec, au-delà de cette IA générative, quelles sont les problématiques auxquelles on s'adresse et sur lesquelles on doit s'appuyer. Tu as parlé d'infrastructure, il faut évidemment parler d'infrastructures de données et ce qui va nourrir ces infrastructures de données, que ce soit les IoT et le edge computing avec leurs capteurs et leurs puces qui vont nourrir ces infrastructures de données à destination de plateformes, à destination d'éléments pouvant piloter des infrastructures comme les jumeaux numériques ou carrément être en capacité de nourrir d'informations sur des systèmes autonomes. Et là, on fera un petit coup de chapeau parce qu'ils ont été cités plusieurs fois de nos amis du sud de la France d'Aqua-Robotics, dont on avait longuement parlé l'année dernière et qui ont imaginé un robot autonome pour aller ausculter les canalisations d'eau et repérer les défaillances de celles-ci pour économiser justement des milliards de mètres cubes qui se dissipent dans la nature par des fuites intempestives dans les réseaux d'eau potable. Voilà, donc c'est comment on va utiliser l'IA générative? Eh bien, on va l'utiliser en support pour aller nourrir et analyser les éléments qui viennent de ces capteurs et qui vont nourrir les infrastructures de données pour une meilleure optimisation des différentes plateformes d'information ou des systèmes autonomes qui vont se nourrir de ces mêmes données. Ça, c'est vraiment l'application même de ces outils à destination de produits ou de propositions de services ou de valeurs que l'on a habituellement sur des shows comme le CES. C'est vrai qu'ils ont été cités plusieurs fois. Donc Aquarobotics, je ne sais pas comment vous êtes démerdés, mais on salue l'initiative française. Alors je pense que si vous avez quelqu'un dédié à la presse, il est excessivement bon. Voilà. Donc en tout cas, à noter, quand tu soulèves tous ces éléments, Lionel, c'est cette notion d'écosystème que Brian a mise en avant sur cette thématique Beyond Generative AI, donc sur lequel il y a effectivement beaucoup de choses, parce que l'IA va impacter durablement la société, et les êtres humains, les travailleurs, en tout cas la population, avec un impact qui est quand même assez perceptible. C'est-à-dire que les Américains, dans justement une étude qui a poussé la CTA en septembre 2023, sont 22% en tant qu'adultes à penser que l'intelligence artificielle les impacte déjà, quand ils ne sont que 10% à prétendre ou à supposer la même chose aux Pays-Bas. Donc on voit qu'il y a des différences de perception. En tout cas, tout le monde est convaincu, très sincèrement, que dans les moins de 5 ans, enfin dans les 5 ans et dans les quelques 5 années qui vont venir, la
majorité des personnes pensent que l'IA va effectivement les impacter durablement. Mais c'était intéressant, cette perception court terme, moyen terme, long terme, qui en fonction des pays était assez intéressante. On voit que les pays du Nord, globalement, Pays-Bas notamment, l'Angleterre également, pensent que voilà, l'IA les impacte déjà, mais en faible quantité. Globalement, c'est plutôt d'une vision à 2, 3, 4 ans. Globalement, tout de suite, non. Alors que les Américains, c'est totalement presque l'inverse. Donc ça, c'était intéressant. Donc aller au-delà du buzzword et essayer de se centrer sur les véritables cas d'usage et valeurs que l'intelligence artificielle peut, dans un périmètre donné, apporter et solutionner en termes de productivité. Donc, il a parlé aussi de ce monde digital qui devient plus fort avec une connexion de notre environnement dans lequel finalement la maison, dans lequel notre santé, l'individu est connecté avec une vraie force, en tout cas, du software sur le sujet du digital. On ne peut plus faire la différence et le distinguo entre le software d'un côté, les services associés et le hardware. Les deux travaillent ensemble de manière très significative. Et ce que j'ai trouvé pertinent, Lionel, c'est le sujet autour du gaming. Il a beaucoup parlé aussi du jeu comme étant un sujet de convergence technologique, immersive et consort. Alors, au sujet du gaming, ce qui est intéressant, c'est d'abord de faire un point sur l'environnement du gaming aujourd'hui. Le gaming, il se fait à 3 niveaux. Il se fait sur son PC traditionnel, il se fait sur sa console, et puis il se fait sur son mobile. Et c'est vrai que sur son mobile, c'est presque la moitié du gaming qui est du casual gaming directement sur mobile. Et la perspective aujourd'hui sur l'évolution de ce gaming, eh bien, c'est notamment vers du gaming beaucoup plus immersif. Alors ça, c'est vrai qu'on en voit des expérimentations depuis très très longtemps, mais est-ce qu'ils vont pouvoir arriver à trouver une forme d'adoption par rapport aux dispositifs que l'on doit chausser, que ce soit des gants, que ce soit des casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, etc. Peut-être que quand Apple va débarquer avec son Vision, ça va révolutionner l'environnement, on va dire, de la réalité mixte. Je ne sais pas. En tout cas, eux prévoient que si 70 et un peu plus % des adultes aux États-Unis sont des amateurs de jeux en format aujourd'hui, demain, ils seront davantage sur des jeux qui seront en portabilité, peut-être avec des dispositifs dédiés, comme une Nintendo Switch aujourd'hui améliorée, et en immersivité avec probablement des dispositifs comme celui d'Apple qui descendra probablement dans quelques mois, des sphères tarifaires qui dépassent les 3000 quelques euros, je crois, dans les estimations, à quelque chose qui sera un peu plus raisonnable, à partir du moment, évidemment, où il y a une véritable valeur perçue dans l'usage de ce type de dispositif extrêmement complexe et extrêmement, on va dire, polyvalent. Effectivement. Et en tout cas, ce qui était intéressant, c'était le sujet sur portabilité immersive. Enfin, tu as souligné ce côté qui est vraiment la multimodalité, finalement, ou opérabilité du jeu. On considère le gaming comme pour tout le monde et partout. Et ça, c'est quelque chose qui a peut-être désiloté l'industrie entre les différents acteurs, PC, portable mobile ou console, par exemple. Il a estimé d'ailleurs 164 millions de gamers, si je reprends mes notes, âgés de 13 à 64 ans. Il y a quand même un marché important, sachant que, bon, alors c'est les données, encore une fois, US, mais 73% des jeunes, des adultes sont des joueurs. Donc ça laisse effectivement un sujet vers l'immersive et le portable. Bon, alors après, on n'aura pas tous les Sense Glove Nova à la maison, ces gants qui nous permettent de retoucher, de ressentir les matières, les retours de force dans les mondes immersifs, de même que l'accès au prochain casque d'Apple laisse quand même présager un marché relativement niché, tout du moins pour l'instant. Il a aussi fait un focus qui était très intéressant sur les... faut qu'on arrête de dire très intéressant, c'était intéressant tout court, parce qu'en fait tout était intéressant, sur les services technologiques et notamment la souscription, c'est-à-dire cette transformation globale à l'échelle assumée. Vous le constatez très certainement tous les jours dans vos abonnements et ceux que vous prenez. Le fait d'avoir pour le streaming des offres qui soient mutualisées, des nouveaux acteurs entrants du streaming sur le mode sportif, Amazon notamment sur les licences de
de diffusion sportive NFL et consorts depuis quand même pas mal d'années maintenant, et la gestion du multilingue. Alors si on ajoute à cela des intelligences artificielles comme Agen et compagnie qui sont capables de traduire presque, alors pas temps réel pour l'instant, mais presque, en tout cas avec du lipstick sur les lèvres pour reconstituer la manière dont on parle, c'est absolument fantastique. Ça laisse présager finalement une globalisation des acteurs du streaming et des services associés qui pourraient être intéressants. Et de manière un petit peu plus disruptive peut-être, des abonnements grâce à la capacité de standardiser les protocoles, d'avoir une certaine maturité technologique sur la sécurisation des infrastructures à domicile, de la smart home. Donc acheter des services dédiés smart home par l'intermédiaire de ceux qui provident ce type de service. Donc ça c'est intéressant, et il a même esquissé la possibilité dans le bien-être et le digital, ce qu'ils appellent le digital wellness, d'avoir des souscriptions et des services associés sur les advanced wearables. Donc là on est quand même dans du dispositif médical, mais aussi sur le dispositif ce qu'ils ont appelé on pourrait le bien-être mental, bien-être intellectuel, bien-être psychologique, voilà, comme quoi le franglais est pas forcément bon. Donc là, rappelons-nous de cette puce, comment elle s'appelait, Paula, non c'était Paula, oui, non, c'était la puce qu'on collait sur le front et qui qui agitait le cortex sur les ondes électromyocytes, voilà exactement, et qui nous faisait redescendre dans un état de zénitude totale en 45 secondes, voilà, pas trop marché avec moi, mais c'est un peu comme les produits pour les cheveux, quoi. Tous les ans, on les teste au CES et ça repousse pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc, il a dit aller effectivement, pour rebondir, au-delà de ça, sur ce qu'il a appelé au-delà de la santé, sur un bien-être assuré et soutenu par la technologie. Oui, c'est-à-dire en fait les nouvelles technologies au service des utilisateurs. Rappelons-nous que l'on parle du Consumer Electronics Show, donc on parle vraiment d'utilisateurs. Et donc bien sûr que là, ce que tu viens de dire est une ligne directrice évidente pour eux. Je ne sais pas si elle se matérialisera complètement, mais en tout cas, oui, c'est une ligne évidente, notamment au niveau de la santé, puisque là, ils ont beaucoup insisté après sur la santé, notamment sur la capacité de personnaliser les éléments de santé, d'avoir des suivis qui soient véritablement autour de la personne. Ça veut dire que je suis connecté directement à mon médecin et je vais avoir la sécurité parce que je sais que lui sera prévenu en cas de défaillance ou en cas de non-prise de médicaments. Enfin, bref, tout ce qui peut se produire. Et donc, forcément, cette expansion de la technologie autour de la santé et du bien-être sera un élément important, notamment sur l'amélioration des écosystèmes virtualisés, c'est-à-dire finalement de tout ce qui va nous permettre à distance de pouvoir piloter ou surveiller ou monitorer la santé, des interfaces améliorées, moins de barrières, moins de freins, moins de friction, moins de résistance, et puis là-dessus, beaucoup plus d'intelligence avec de la prédiction, avec la capacité d'avoir des liaisons rapides avec des chatbots en AI génératif peut-être, et puis après avec qui prendront le relais en amont ou en avance de phase sur des spécialistes de la santé comme un médecin spécialisé ou autre, et puis tout ce qui fait partie de la détection. Donc personnaliser l'acte médical et la relation médicale grâce à une meilleure accessibilité et des interfaces améliorées pour l'utilisateur et des solutions prédictif parce qu'encore une fois les capteurs sont de la partie, c'est évidemment tout ce que la technologie va pouvoir apporter à la santé et au bien-être. Ils n'ont pas essayé de chiffrer le nombre de vies sauvées avec ce type de technologie, mais on pourrait imaginer un simple calcul sur simplement, on sait très bien que si les personnes qui ont une attaque cardiaque voyait quelqu'un intervenir dans les 30 secondes ou 2 minutes, eh bien, il y aurait des dizaines de milliers de vies sauvées à l'échelle mondiale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande aux personnes
vous, moi, nous, de savoir faire les premiers gestes en attendant qu'un professionnel arrive avec sa petite boîte à malice, le SAMU et compagnie, pour justement pouvoir éviter quelques dizaines de milliers de morts. Et bien voilà, on est sur comment la technologie pourrait se substituer à tout ce que nous serions en mesure d'apprendre pour sauver une vie si à côté de nous on a quelqu'un qui fait une crise cardiaque, par exemple. C'est un exemple illustré. Mais on ne s'arrête pas là, puisque évidemment là on était sur le chapitre qu'abordait Brian, c'était ce chapitre sur les prochaines étapes pour le consommateur, les prochaines expériences utilisateurs, forcément les expériences utilisateurs. Et toi, en plus, tu as animé sur la mobilité, ou co-animé plutôt sur la mobilité, une conférence sur ce FD Day. C'est évidemment l'avenir, non pas forcément de l'automobile pure, mais l'avenir de la mobilité. Alors, ils ont effectivement parlé beaucoup de mobilité, enfin d'automotive, parce que quand même le CES reste souvent le Cars Electronic Show, mais oui, plus largement, c'est la mobilité qui se redéfinit. Ce qui est, je dirais, intéressant, alors on va retrouver les grandes thématiques dont on avait parlé sur les précédentes éditions, l'électrification, le mix énergétique de la voiture, les problématiques ADAS ou self-driving, tous les sujets qui vont permettre d'augmenter à la fois les problématiques de déplacement, donc avec des capacités peut-être de rechargement plus rapides, des capacités des batteries qui vont être capables de rouler plus longtemps, une augmentation native de la sécurité grâce à tout l'algorithmique embarqué qui va permettre justement de solutionner les problématiques de vigilance, d'accidentologie, etc. Mais il y a une thématique qui vont peut-être mettre à l'épreuve cette année, peut-être moins dans le design ou les grands écrans 50 pouces, etc., qui est une dimension moins technologique sur le hardware et plus expérientielle. Et donc, en fait, ce qu'ils estiment, c'est que 97% des nouvelles voitures vont embarquer aujourd'hui des technologies. Alors, ils ont appelé ça touchscreen parce que pour l'instant, on parle encore de toucher l'écran et de ne plus appuyer sur un bouton. Donc, ça veut dire des retours à rétroabsorption haptique. C'est tous ces sujets-là qui vont. Mais bien entendu, on va aller aussi vers le touchless. Donc, le touchless, c'est très touchless. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc, enfin, je vais le dire en français. Touchless, voilà. Et donc, on va avoir cette notion d'expérience dans la voiture, immersif pour les passagers, très certainement pour le conducteur, pour améliorer l'expérience in-car. Ça va passer par des services, ça va passer par du contenu, ça va passer par la capacité de connecter ces hardware existants, ces mobiles, ces tablettes ou autres à l'intérieur. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur cette dimension qu'on appelait, rappelle-toi, en 2015-2016, dans l'extension du domicile privé qui se poursuit dans la voiture, etc. Et on y arrive, mais on n'y arrive non plus en mode POC, on y arrive parce que ça commence à s'intégrer. Et ça change la donne. Hein. Rappelle-toi BMW il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans, qui présentait au CES son intelligence, parce que c'était en 2018, je crois, c'était l'année d'après Alexa, où il présentait une interaction vocale et en même temps gestuelle qui permettait de dire, quand tu pointais du doigt quelque chose dans la rue, depuis ton environnement dans ta voiture, la voiture te répondait en te disant bah oui, il s'agit du restaurant truc, est-ce que tu veux que je te fasse une réservation, etc. Donc voilà, ça c'est des choses qui commencent à passer en mode MVP, un peu plus marqué, positionnement, et puis progressivement cette technologie pénètre, quelques années après, le quotidien des nouvelles voitures. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument intéressant. Je reviens juste sur un point qui m'a quand même marqué sur sa présentation, parce que j'ai oublié de le préciser quand tu parlais de santé. Il y a quand même une thématique sur Around the Pill. Donc moi, j'attends de voir au niveau des pilules, si on commence à nous mettre des micro-robots qui vont faire de la traçabilité réelle du médicament, de son, etc., ça va être absolument passionnant. Mais bon, voilà, à quand de toute façon le côté expérientiel et médical de la voiture, peut-être que demain la voiture sera aussi un asset de santé qui va monitorer l'ensemble des facteurs physiologiques, biologiques de son conducteur et de ses passagers pour se prémunir d'une attaque cardiaque ou autre. Hein. Il y a peut-être des choses à explorer. En tout cas, beaucoup de
de thématiques qui vont être abordées. On voit que la santé va être naturellement très présente. On voit que l'automotive et la mobilité vont également l'être. On voit que les problématiques de circularité, de durabilité seront naturellement présentes. De servir l'humanité au sens propre du terme, l'humain, on pourrait dire, ça suffira bien. Voilà, comment la tech va pouvoir transformer et améliorer la condition humaine. Tous ces sujets qui sont absolument passionnants, mais qui ne feront pas l'économie, effectivement, d'une vision un peu deep tech, un peu profonde, c'est-à-dire aller avoir des technologies qui vont changer véritablement le marché et agir comme étant des game changers. Et il a soulevé d'ailleurs en terminant sa conférence, avant de terminer sur une note plus green, finalement de l'ensemble des investissements qui étaient faits, ne serait-ce qu'en Europe, sur Q2 2023, il estimait à 3,6 milliards les investissements qui étaient dédiés à la fois à l'espace, qui était en numéro 1, donc des investissements deep tech sur le début d'année. Donc l'espace, l'énergie, on voit bien naturellement que les problématiques de type hydrogène, consorts, qui vont tourner autour du mix énergétique, qui sont absolument représentées, semi-conducteurs, on est quand même dans le dur du sous-jacent technologique, et transportation, alors bon, ça il y a effectivement beaucoup de choses, et quantum, voilà, quantum et intelligence artificielle. Donc en premier, c'est quand même l'espace qui semble être le fer de lance actuellement des investissements en termes de thématiques. Et ça, c'était aussi important de le soulever, parce que l'année dernière, on se rappellera que c'était une thématique médiatiquement bien reprise, mais matériellement assez petite en termes d'espace. Il y a assez peu de choses en réalité sur l'espace par rapport à d'autres catégories, malgré la résonance médiatique de celle-ci. Après, l'espace, c'est l'avenir de la connectivité. C'est aussi ça que l'on nous vend. On nous vend pas l'homme sur Mars, parce que ça, on sait bien que énergétiquement, c'est compliqué. Mais par contre, la connectivité everywhere, c'est l'espace, c'est des solutions des différents réseaux. Et ça, on pourrait faire appel sur un épisode que l'on avait fait, notamment sur les satellites en basse altitude qui couvrent, comme Starlink, des réseaux mondiaux, et qui permettent justement à cette quantité toujours plus importante dont on parlait en introduction, à pouvoir se connecter, à avoir accès à justement des infrastructures qui, étant connectées, apportent des services qui sont des services au service de l'humain. Parfois, il faut faire un petit peu aussi attention, parce qu'ils ont cité des chiffres qui sont certes des chiffres dont la source est l'IEA, donc qui ne sont pas, on va dire, critiquables, ou je cherche le mot, mais je ne le dirai pas parce que je ne trouve pas. Mais quand on nous dit que les véhicules électriques vont éliminer 5 millions de barils par jour à l'horizon 2030, et on se dit waouh, super. Enfin, aujourd'hui, la planète consomme plus de 100 millions de barils par jour, donc c'est 5%. Ça veut bien dire que, d'abord, que cette transformation, quel que soit le domaine, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le divertissement, que ce soit dans la mobilité, elle va se faire quand même très lentement. Parce que je te retrouve bien la Lionel. Ah oui, il faut être clair quand même. C'est 5 millions, c'est énorme pour nous parce qu'on fait le plein de 60 litres de notre voiture, mais on en consomme 100 à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et les super profits de certains pétroliers sont liés essentiellement à la demande toujours en augmentation. Et donc, ils font de la prospection, des forages et compagnie. Et c'est là que les Total et les 5 grosses majors du pétrole se font de l'argent, pas dans le prix de l'essence qu'ils distribuent. Donc voilà, en tout cas, c'est ça qui est intéressant sur ce type de conférences, de salons et d'avance de phase sur ce qui va s'y passer. C'est parfois des chiffres qui peuvent vous faire un peu tiquer, parce que c'est à la fois enthousiasmant, mais quand on se remet sur la vraie réalité des choses, on se dit c'est enthousiasmant, mais il va falloir du temps. Et c'est le temps qui nous manque. C'est ça un petit peu la difficulté. Je pense que c'est notre principal ennemi à tous, le temps également de ces épisodes. Lionel, on était quand même sur un événement qui a duré une journée, la matinée plutôt dédiée au CES. Et puis ensuite, une multitude de conférences qui étaient organisées donc sur le France Digital Day, qui est un événement organisé par France Digital. Des conférences, alors, compliqué de toutes les suivre, voire impossible, puisqu'il y avait jusqu'à 5 lieux de conférences et que ces conférences avaient lieu essentiellement à partir du début d'après-midi, après le lunch qui servait au networking de tous les participants. Ce qui était intéressant, c'est que
un certain nombre de conférences réunissaient de très éminents speakers. Alors, on ne va pas féliciter Mathieu d'en avoir fait partie, mais on peut le faire. Tu es trop gentil, tu es trop bon, Lionel. On y retrouvait Luc Julia, on y retrouvait tout un tas de personnes qui apparaissent comme étant éminents dans le domaine. Et c'est vrai qu'on y a parlé beaucoup de technologies, d'éléments digitaux, sur comment nous allons pouvoir, dans les différents domaines, et c'est pour ça qu'il y avait autant de conférences, pour comment nous allons pouvoir, dans les différents domaines, avoir une problématique digitale qui vienne en levier d'amélioration ou d'expérience sur le domaine traité. Sur la santé, comment? Sur la mobilité, comment? Sur le gaming, comment? Sur l'agriculture, sur les finances, sur la connectivité généralement dans le citizen, le citoyen connecté. Comment dans tous ces domaines de la vie, Human Security for All, dans tous ces domaines de la vie, comment les technologies, et ça c'était une petite découpe où on imagine des tranches de pain très très finement tranchées, et bien voilà, c'était à peu près le programme des conférences. C'est clair. Voilà, c'était à peu près ça. Il y en a une qui était d'ailleurs assez marrante pour initier l'après-midi, c'était est-ce que le Web 3 est déjà has-been? Et donc j'ai trouvé ça assez intéressant parce que dans cette manière aussi de projeter des technologies dont on parle beaucoup d'essayer de les reconsidérer en l'état de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ont véritablement apporté. Donc aller au-delà du hype médiatique et voilà, et beaucoup de conférences, tu l'as souligné, avec des speakers qui avaient un niveau j'ai trouvé des speakers ultra bien positionnés, pertinents, des exemples concrets. On n'était pas dans l'enfonçage de porte ouverte, hein. Et puis on a quand même eu de la chance parce qu'il n'a pas plu. Je pense qu'il faut dire aussi ce qui est, parce que dans les 3 scènes principales, il y en avait quand même une qui était bien à l'extérieur. Et c'est vrai que voilà, il n'y a pas eu trop de vent. Il n'a pas plu, il a fait beau, tout le monde était content et je pense qu'effectivement on a passé une très bonne journée et soirée puisque tout ça s'est prolongé jusqu'au bout de la nuit. Donc un CES 2024 avec beaucoup de topics qui vont arriver, passionnant. Je pense qu'on va encore passer une année super dense et puis un French Digital Day sur lequel il y avait une très belle énergie, un lieu en même temps très sympa, des talents qui passaient, des artistes, il y avait une forme d'énergie extrêmement positive et tournée vers la façon dont la tech peut durablement impacter l'humanité. En tout cas, c'était un kiff de passer cette journée. Merci donc à toutes les équipes organisatrices de cette journée. Est-ce qu'on a tout dit, Lionel ? Alors, on n'a pas tout dit. Il faut savoir que le CES Unveiled d'Amsterdam n'est organisé que le 12 octobre. Je vous rappelle qu'habituellement, les CES Unveiled sont mi-octobre. Là, c'est vrai que pour caler au French Digital Day, ils se sont associés et ils ont fait leurs annonces, entre guillemets, leurs annonces de ligne éditoriale, là, ici, maintenant, presque fin septembre, mais on a un petit peu d'avance. Et donc, la semaine prochaine, c'est surtout X-Mobility au Mans. Voilà. Mais écoutez, merci à tous de votre écoute. Partagez la bonne parole, cette énergie positive autour de la tech et de l'innovation, en espérant vous avoir fait vivre la substantielle moelle de ce qu'il fallait retenir, de ce que nous avons retenu. On ne retient pas tout sur le CES Unveiled de Paris. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Semaine prochaine, donc, effectivement, ce sera plutôt autour de X-Mobility. Et là, Lionel part en vadrouille au Mans, sur lequel il partira avec son attaché-caisse pour enregistrer, et Renault 25 Chabat d'intérieur cuir, pour enregistrer de multiples interviews et vous faire les restitutions de X-Mobility, qui est le salon qui va réunir tout l'écosystème de la mobilité et les principales pépites start-up du moment. Voilà, et si on a tout dit, abonnez-vous, partagez la bonne parole et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures autour de l'innovation. Salut Lionel. Salut Mathieu.